Impliqué. J'allais dire, ce pays, le Congo, est comme la victime de sa propre histoire et de ses richesses. Ça, c'est clair. Si le Congo n'était pas un des pays qui recèle, que ce soit par son sol ou son sous-sol, ces richesses qui en font un coffre-fort de l'humanité en termes de matières premières et de minéraux rares, le coltan. Prenons le coltan que tout le monde a dans son téléphone mobile, son laptop ou son ordinateur. Le seul Kivu, région combien sensible à ces massacres, en recèle 70% des réserves mondiales. Ce pays d'une richesse incommensurable à tous les niveaux. Sa forêt, la plus grande du monde après l'Amazonie, qui se rétrécit. Son fleuve, qui a une puissance hydraulique qui dépasse l'entendement, le deuxième du monde après l'Amazone. La terre congolaise, sur l'équateur, qui permet 2 récoltes par an. Donc s'il y avait des routes, des voies de chemin de fer, des voies navigables convenables, mais ça serait un exportateur, évidemment, en termes agricoles. Et évidemment, les minéraux principaux standards, le cuivre, le cobalt, le coltan habituels, et tous les minéraux rares, nobium, tantalum, coltan et autres, germanium, qui sont au Congo. Donc ce pays devrait être un dragon, un pays de référence, un des grands pays importants de l'Afrique. Or, il n'est pas classé parmi les pays les plus pauvres. Oui. C'est un scandale. Comment vous l'expliquez que ce pays qui a le plus de richesses est aussi le pays le plus pauvre? Mais il y a une relation de l'un à l'autre, évidemment. Et ce pays a fait l'objet de prédations, évidemment, multiples. Tous les vautours sont venus manger sur le corps de la bête, c'est évident. À commencer par les pays limitrophes qui sont venus faire la guerre. C'est bien expliqué dans le film, je pense. Des pays comme l'Ouganda, le Rwanda sont venus faire la guerre au Congo et piller les richesses du Congo, au point d'ailleurs de se faire la guerre entre eux. On voit qu'à Kisangani, il y a eu une guerre pour s'approprier les richesses diamantifères entre 2 puissances occupantes, et 6000 bombes sont tombées sur la tête des Congolais. C'est quand même un peu particulier. Oui, vous racontez, et c'est aussi votre histoire avec le Congo, le nombre de films que vous avez pu faire, Thierry Michel, la chute de Mobutu, qui ouvre pour vous un espoir, et qui est tellement déçu. Ah oui, parce qu'on a cru que là, on allait aller vers une société démocratique, en tout cas au minimum humaniste. Et puis, ça a été des rendez-vous manqués de l'histoire, avec Laurent-Désiré Kabila, qui s'est autoproclamé président, a pris le pouvoir, par la manière dont on sait, bâti aussi cette prise du pouvoir sur le crime. Et puis après, il y a eu son fils qui a régné pendant 18 ans, et le pays a sombré dans la déliquescence de l'état de droit, qui dans certaines régions devient, au-delà de la déliquescence de l'état de droit, une déliquescence des références morales minimales de l'humanité, où tout d'un coup, l'homme redevient une bête, un loup pour l'homme. Et ça montre toute l'importance de la justice dans un pays, du droit, d'une société, des structures d'une société pour canaliser ces forces, ces pulsions morbides, ces pulsions de mort, et permettre aux gens de vivre sereinement, dans la paix et simplement, et la liberté. Oui, on a l'impression que ce film, c'est presque un mausolée pour ces centaines de milliers de victimes anonymes, oubliées. Ah, c'est une des fonctions principales du film, évidemment, c'est lutter contre l'oubli. L'oubli qui peut entraîner évidemment aussi le négationnisme, qui est un risque terrible. Vous voyez bien que l'histoire du Congo est comparée à d'autres. Aujourd'hui l'Ukraine, bien sûr, mais l'histoire des guerres qui se sont passées en Syrie, Irak, etc. est beaucoup moins médiatisée. N'est pas à l'agenda prioritaire de la communauté internationale. Oui. Ce film doit contribuer, évidemment, à essayer de changer cet état de choses. Oui, mais j'imagine difficile à produire, à tourner, pour vous, y compris l'expérience que vous avez, Thierry Michel, un film comme ça. Oui, à produire, tout à fait. Je remercie TV5 d'avoir été une des chaînes de télévision, des rares chaînes de télévision avec la télévision belge, à avoir soutenu le film, bien entendu. Évidemment, après, je dois reconnaître que cette fois-ci, le tournage que j'ai fait au Congo, les derniers, après le changement de pouvoir, après que Joseph Kabila ait dû transmettre le pouvoir
à Félix Tshisekedi, j'ai pu aller tourner en toute liberté. Donc ça, c'est quand même une avancée. Les gens parlaient, on osait parler avec beaucoup de courage, et pour la première fois, oser dire le nom des criminels présumés, enfin de ceux qu'ils avaient vus sur les lieux des massacres. Ça, c'était aussi extrêmement important. J'ai vu des populations qui se structuraient, des femmes qui se fédéraient, des camps collectifs, qui faisaient un travail de résilience extraordinaire, qui étaient même devenues des résistantes. Donc on a vu cette force, et aussi ce docteur Mukwege, prix Nobel, qui a fédéré et qui a permis à ce qu'il y ait de nombreuses manifestations pour demander justice et rappeler que le rapport Mapping, qui est une des pièces maîtresses d'un processus de réconciliation, et d'amener les coupables devant les tribunaux. Donc, et autre aspect positif aussi, j'ai pu aller présenter le film au Congo. C'était quand même extrêmement important que les Congolais puissent le voir. Maintenant, c'était des avant-premières à Kinshasa, au Palais du Peuple, prestigieuses et importantes, évidemment, et symboliquement essentielles. Maintenant, je dois encore faire toute la tournée à travers le Congo pour que les populations des différentes villes et provinces martyrs puissent voir ce film. Oui, vous allez pouvoir le faire. Vous ne risquez pas d'être arrêté éventuellement J'espère, je ne peux que l'espérer, je ne peux pas le promettre. De toute façon, il y a déjà une procédure en justice qui commence à mon encontre pour interdire le film, le saisir, voire me condamner à une peine d'emprisonnement. Oui, mais bon, on va faire venant de gens que vous citez ou accusés dans le film? Pas directement, ça serait trop facile. C'est beaucoup plus habile que ça. C'est un cinéaste qui fait campagne contre ce film et qui veut me poursuivre en justice. Oui, mais vous irez tout de même sur place. Je pense qu'il faut être présent. Il faut en faire un procès politique. Il ne faut pas laisser ce type de censure s'opérer, cette violence contre la vérité de l'histoire pouvoir être effective. Non, je pense qu'il faut mobiliser la société civile, mobiliser les organisations de droits de l'homme, mobiliser la presse pour dénoncer cette tentative d'interdiction du film au Congo. Oui, sans justice, pas d'avenir. Au fond, vous dites ça, Thierry Michel. Sans que ceux qui ont commis ce qu'on voit dans le film ne répondent de leurs actes. Je pense qu'on ne peut construire la paix que sur l'apaisement et la justice, qu'il faut réconcilier les gens et qu'on ne peut pas être continué par la terreur et voilà. Et la souffrance humaine de toutes ces victimes qui m'ont demandé de porter leur voix. Partout où j'étais, c'était le même espoir. Sortons du silence, donc brisons le silence, c'est le but du film. Oui, on voit des images parmi tant d'autres poignantes de femmes qui disent oui, on a été violés, oui, on a tué nos enfants, et qui le disent en groupe. Oui, et qui chantent avec beaucoup d'émotion, un chant que je dirais un chant d'espoir, mais donc quand même, les dernières paroles qui sont reprises, c'est « le sang va crier ». Ça veut quand même dire quelque chose. Et ces femmes le disent en Chiluba, la langue du président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Ouais. Donc le message doit être entendu par les autorités maintenant.